C'est l'heure de votre JT sur Val-de-Loire TV en ce mercredi 22 octobre. Un JT présenté par Lucas Chopin. Bonsoir Lucas. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres de ce journal, un point sur votre météo de demain. Un ciel de traîne est attendu tout au long de la journée dans nos deux départements avec de rares éclaircies dans l'après-midi. Des températures légèrement en baisse. La minimale sera de 10 degrés et la maximale de 14 degrés. À la une, début de saison sur les chapeaux de roue pour le Tour Volleyball. Et oui, un premier match couronné de succès. Le TVB s'est en effet imposé 3-7-0 face au promu Ajaccio. Un match à haute intensité et pour le moins haletant sur lequel nous reviendrons. Nous prendrons ensuite la direction du château de Chambord. L'édifice est en pleine opération de sauvetage de l'une de ses ailes. En effet, des fissures la mettent dangereusement en péril. Un chantier à 37 millions d'euros qui nécessitera du mécénat. Et puis, nous nous rendrons à la piscine pour une opération solidaire. Pendant une semaine, les enfants du Secours populaire vont profiter de l'opération comme un poisson dans l'eau. Au centre aquatique du lac, à Tours, les enfants démunis vont pouvoir apprendre à nager. Une opération née d'un constat. Un Français sur 6 reconnaît ne pas savoir nager. Lucas, premier invité de ce journal ce soir, Sébastien Tézé. Producteur et auteur du documentaire Tuerie de Tours dans la tête de Jean-Pierre Roux-Durafour. Il nous présentera son documentaire 20 ans après le procès de l'auteur de la tuerie. Et puis notre séquence, on vous répond avec la question du soir. Regardez cette question qui va apparaître dans quelques instants. Rouler à vélo en automne, quels sont les bons conseils? On se posera la question avec Fabien Frugier, chargé de développement du collectif Cycliste 37 et qui sera sur notre plateau à la fin de ce journal. Mais d'abord, Lucas, on revient sur cette victoire, cette première victoire du Tour Volleyball. La saison est lancée pour le Tour Volleyball et même très bien lancée. Dans ce premier match, les Tourangeaux se sont imposés 3-7-0 face à Ajaccio, promu la saison dernière. Un match qui s'est joué à haute intensité et qui a offert au public de Grenon de magnifiques échanges. Le compte-rendu du match est signé Faustine Luneau. La balle de match validée par ce smash d'Isaac Eslinga. Hier soir, le TVB a ouvert sa saison sur une victoire en 3-7 à domicile. Un résultat attendu puisque les champions de France affrontaient Ajaccio, tout juste de retour en élite après 4 ans en Ligue B. Mais les Corses, bien qu'outsiders, ont su montrer de la résistance, notamment grâce à une défense solide, en particulier dans le premier set. Ils arrivaient globalement à tout toucher, voire tout ramener. Ils ont quand même des bons serveurs. Mais au final, on a évité de se frustrer, comme mon capitaine Koric me l'a dit. S'ils défendent, ils défendent. Mais nous, le but, c'est pas de faire la faute directement. Et c'est le plus important, je pense. Après un démarrage à la traîne, au score, le TVB vient à bout du premier set, 25-22. La bataille est serrée. Encore dans le deuxième set, les Tourangeaux font la course en tête, mais plusieurs fautes directes les empêchent de creuser l'écart. La manche est finalement remportée par Tours, 25-23. Mais dans le troisième set, Ajaccio coince, tandis que les Tourangeaux se lâchent et prennent le large. L'affaire est pliée 25-20. Au final, presque tout le banc tourangeau aura joué, y compris les nouvelles recrues comme Nick Mujanovic, Nico Suikonen, Isaac Eslinga ou encore Landry Cavogo qui jouait à Grenon pour la première fois. J'étais un petit peu stressé au début parce que aussi avec le public, c'est ma première fois de jouer avec une salle remplie de public comme ça, tu vois. Et après, j'ai su m'adapter et ça va, c'est passé. Les anciens, ils ont su m'adopter facilement et c'était facile pour moi de m'intégrer dans le groupe. Un groupe qui accueille aussi cette année un nouveau coach, Mladen Kazic, ravi du score 3-0, même s'il le souligne, l'équipe doit encore travailler pour assurer son entame de saison. Je suis content avec le comportement d'équipe qui était très bon et tout le monde ensemble, tout le monde souriant et tout le monde très combattant. Après, dans le match, il y a des choses qui sont beaucoup moins bien se passer qu'est-ce qu'on pensait, au niveau du service surtout, au niveau du service bloc. C'était beaucoup moins bien, mais on va essayer de corriger ça le plus rapidement possible. C'est que le début, alors le plus dur nous attend, mais on est content pour le moment. Prochaine rencontre samedi face au Plessis-Robinson, un adversaire qui devrait s'avérer plus coriace puisqu'il a d'entrée battu Chaumont en première journée. On va prendre la direction du château de Chambord à présent pour des nouvelles peu réjouissantes. Et en effet, l'édifice est en pleine opération de sauvetage de l'une de ses ailes. Des fissures mettent dangereusement en péril l'aile François Ier. Et si chaque dégradation est surveillée de près, des travaux vont être nécessaires. Un chantier à 37 millions d'euros qui nécessitera du mécénat. Les détails avec Hélène Chaplet.
Voici l'aile François Ier. À première vue, rien de très flagrant. Pourtant, les murs extérieurs de ce bâtiment, construit entre 1539 et 1544, sont en train de s'écarter dangereusement. Une situation connue depuis les années 2000 qui a obligé le monument à fermer progressivement les salles devenues trop dangereuses pour les touristes. Celle qui doit effectuer les études et assurer la direction des futurs travaux, c'est elle, Maëlle de Quélen, architecte en chef des monuments historiques. Grâce à une quinzaine de fissuromètres et inclinomètres installés sur les murs, elle peut surveiller l'évolution de la situation. Alors ici, vous pouvez voir des fissuromètres, donc là et là, qui ont pour objectif de mesurer l'écartement des fissures. Donc au moindre seuil d'alerte, de dépassement des seuils, eh bien, une alerte est donnée et ça nous donne une information très importante sur le caractère évolutif de manière un petit peu anormale. Ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui, c'est évolutif mais en deçà des seuils. Côté douve, on voit l'élancement très important du mur, donc 1 mètre de large par 19 mètres de haut. Pareil de l'autre côté. Mais côté court, on a la structure qui est renforcée en fait. Donc l'essentiel des fissures, on les voit, elles se sont produites notamment au droit des portes. Il va donc falloir effectuer des travaux de renforcement structurel car aujourd'hui la charpente exerce une pression trop forte sur les murs. Des tirants vont notamment être installés pour solidifier l'ensemble car quand on se rend au dernier étage, on comprend qu'ils ont été oubliés. On s'aperçoit quand on regarde en bas ici que le pied des fermes repose directement sur les sablières qui elles-mêmes sont sur le haut du mur, d'accord, mais qu'il n'y a pas les fameux tirants, les entraits, qui bien souvent permettent d'éviter la poussée des charpentes sur les murs. Tous ces travaux ont un coût, aujourd'hui estimé à 37 millions d'euros. Une première phase pour la mise en sécurité avoisine les 12 millions d'euros. Pour aider le monument à financer ses dépenses, une opération de mécénat participatif s'affiche partout. Là, au bout de quelques semaines, on a déjà dépassé l'objectif largement puisqu'on a atteint les 170 000 euros de promesses de dons. Et donc, on est très heureux de voir cet engouement qui, encore une fois, j'insiste, on ne va pas demander à tous les Français passionnés de patrimoine de financer l'intégralité du chantier, mais c'est aussi une façon pour eux de s'approprier le chantier. Si vous aussi vous souhaitez participer à l'opération sauvetage de l'aile François Ier, direction le site collecte.chambord.org. Il est l'heure d'accueillir notre premier invité ce soir. Lucas, vous recevez Sébastien Tézé. Producteur et auteur du documentaire Tuerie de Tours dans la tête de Jean-Pierre Roux du Rafour, un film qui sort donc 24 ans après la tuerie et 20 ans après le procès de son auteur. Je vous propose d'en voir un extrait, on en parle juste après. Regardez. À la une de ce journal, donc en quelques minutes, le centre de Tours transformé en véritable champ de bataille un peu avant 10 h ce matin. Un homme a donc tiré au hasard et le bilan est très lourd. Les forces de l'ordre auront traqué le forcené pendant plus d'1 heure. Réfugié dans ce parking souterrain, Jean-Pierre Roux du Rafour n'a pas eu le temps de riposter. Blessé au thorax, il est évacué vers l'hôpital Trousseau sous bonne escorte. 1 heure d'une folle épopée. Cagoulé, muni d'une carabine 22 longs rifles, sans raison apparente, le forcené ouvre le feu sur les passants. Et Sébastien Tézé est avec nous en visio ce soir. Bonsoir Sébastien Tézé. Bonsoir Lucas, bonsoir à tous. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Votre documentaire dure 52 minutes. On y entend des témoins, des victimes, des avocats, mais aussi la mère, l'ex-compagne aussi de Jean-Pierre Roux du Rafour. Vous proposez également de nombreuses images d'archives. On en a vu dans cet extrait. On a même des images d'ordre privé, réunion de famille. On voit Jean-Pierre Roux du Rafour dans sa vie. Sébastien, expliquez-nous comment vous avez procédé dans la construction du film. Est-ce que ça n'a pas été trop laborieux, si je puis dire? Non, on a eu la chance surtout d'avoir tous les témoignages de tous les acteurs clés de cette affaire, et c'est ça qui était vraiment intéressant, c'était de pouvoir raconter le récit de cette affaire qui est quand même incroyable et exceptionnelle, avec les avocats de l'époque, Jean-Michel Sikluki, Marc Morin, les experts psychiatriques, les journalistes qui ont suivi l'affaire, et puis évidemment les témoins directs et les rescapés et les familles de victimes. Donc ça a permis effectivement, avec l'ensemble de ces témoignages, d'être au plus près de l'affaire et de raconter minute par minute le déroulement de ce 29 octobre 2001. Et c'est ça qui nous intéressait en premier lieu. Ils n'ont pas été trop compliqués à convaincre vos interlocuteurs. Je parle notamment des familles des victimes. Hein. C'est un sujet extrêmement sensible pour elles.
Bien sûr, je pense que 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, c'est très difficile de revenir effectivement sur cette affaire, mais pour elle, je pense que c'était aussi, la volonté de témoigner dans un film pour clore un petit peu ce chapitre, clore cette histoire et finalement passer à autre chose. Parce que, ce qui était, marquant et touchant finalement, c'est que derrière en fait cette affaire, derrière les victimes, il y a aussi un très long combat juridique qui a duré pendant des années. Et souvent, on oublie effectivement que les victimes, les familles de victimes souffrent énormément. Et c'est ça aussi qu'on voit dans le film. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont accepté de raconter finalement leur histoire et qu'ils ont souhaité finalement se confier dans le film. C'est vraiment, à un moment donné, essayer en tout cas de clore ce chapitre, de clore cette histoire et de passer à autre chose. C'est un parti pris, ce film, il a été réalisé notamment pour les victimes ou pas du tout? Non, pas du tout. Je pense que l'idée, en tout cas, c'était de leur donner évidemment la parole, parce que ce sont finalement les familles de victimes, mais aussi les témoins clés de l'affaire qui permettent de retranscrire finalement le mieux comment les gens, comment les habitants de Tours aussi ont pu finalement vivre avec cette histoire. Et je crois qu'on a là des témoignages extrêmement sensibles. Et c'était vraiment l'idée du film, en tout cas, c'était évidemment de leur donner la parole, de leur rendre hommage aussi, tout en restant aussi factuel finalement dans le récit de cette journée et du procès également qui a eu lieu en 2005, avec un certain nombre d'archives qu'on a pu effectivement récupérer, de nombreuses archives qui ont permis de décrire en fait au fur et à mesure cette histoire et ça, c'était vraiment intéressant. Ça permet, je pense, dans le film d'être au plus près, en tout cas, du récit de cette journée. Alors on va en parler rapidement, mais c'est inévitable. Parlons de Jean-Pierre Roux du Rafour. Vous avez essayé de le contacter dans le cadre de la réalisation de ce documentaire? Alors c'est vrai qu'au début, quand on a réfléchi au film, on s'est dit qu'il était sûrement intéressant de contacter Jean-Pierre Roux du Rafour pour avoir peut-être essayer d'avoir un échange, avoir un retour, savoir finalement comment il était aujourd'hui, puisque évidemment on se pose cette question. On n'a pas pu avoir de contact direct avec Jean-Pierre Roux-du-Rafour pour plusieurs raisons, à savoir qu'on a fait une demande via son ancien avocat et qui n'a pas abouti puisque le parquet et la chancellerie n'ont pas souhaité donner suite, pour la simple et bonne raison que dans le jugement de 2005, finalement, Jean-Pierre Roux-du-Rafour a été condamné aussi sur le fait de ne pas communiquer dans les médias. Et donc ce n'est pas possible aujourd'hui d'échanger en fait avec lui puisqu'il est toujours en prison. Et puis finalement, d'une certaine manière, d'un point de vue éthique aussi, aujourd'hui, on a préféré donner la parole évidemment aux témoins et aux familles de victimes de l'époque, tout en se questionnant évidemment sur Jean-Pierre Roux du Rafour aujourd'hui. Dans quel état d'esprit est-il? Est-ce qu'on peut finalement laisser sortir ce type de détenu aujourd'hui? C'est la question aussi centrale du film. Parce qu'effectivement, il y a un aspect pédagogique au sujet de la justice, notamment à la fin du film. On arrive au bout de cet entretien. Je voudrais quand même vous poser une question. Grâce au service des archives de la Nouvelle République, j'ai eu l'occasion pour cette interview d'avoir entre les mains cette lettre. C'est une lettre qui avait été adressée le 4 mars 2002, notamment à la Nouvelle République. Voici ce que la Nouvelle République avait reçu. Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on sait un petit peu si Jean-Pierre Roux du Rafour a travaillé sur lui-même? Je prends un exemple dans cette lettre, il dit « À ce moment, je n'avais plus ma tête, je me réveillais après avoir reçu la balle dans le thorax ». Il le dit, il l'écrit noir sur blanc pour les médias. En fait, il ne s'en souvient pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait s'il a évolué ou est-ce qu'il est encore discret à ce sujet? Alors sur cette lettre, à l'époque, cette lettre était effectivement une forme finalement de lettre adressée finalement aux victimes que sa mère avait déposée à la Nouvelle République. Je pense que c'était sûrement assez maladroit finalement à l'époque, mais aujourd'hui non. On ne sait pas finalement si Jean-Pierre Roux du Rafour a pu évoluer en prison. On n'a en fait aucune information et on ne sait pas non plus si finalement il a reçu des soins ou pas. Son avocat de l'époque n'a plus de contact direct avec lui. Donc on n'a malheureusement pas d'informations et donc c'est évidemment une grande question qu'on peut se poser ce soir.
Il a effectué il y a environ 1 an et demi une demande de mise en libération conditionnelle. Merci beaucoup Sébastien Tézé d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, votre documentaire Tuerie de Tours dans la tête de Jean-Pierre Roux du Rafour. Ce documentaire sera diffusé ce samedi 25 octobre sur Val de Loire TV. Ça se passera à 21h15, un documentaire que nous avons eu l'honneur de coproduire. Je vous remercie Sébastien Tézé. Merci d'avoir été notre invité ce soir dans ce journal. On va changer totalement de sujet et prendre la direction de la piscine de Tours pour une initiative solidaire, Lucas. Et oui, pendant une semaine, les enfants du Secours populaire vont profiter de l'opération Comme un poisson dans l'eau. Ça se passe au centre aquatique du lac à Tours. Les enfants démunis vont pouvoir apprendre à nager et à évoluer en toute sécurité dans l'eau. Une opération qui est née d'un constat, celle qu'un Français sur 6 reconnaît ne pas savoir nager. Louis Marmion. On prend les 2 frites chacun. Ouais, 2 frites chacun. Et venez avec moi, s'il vous plaît. Il est l'heure de se mouiller. Aujourd'hui, les enfants de 6 à 8 ans suivent un cours de natation avec un maître nageur pour leur plus grand bonheur. Et on a appris à sauter. Et après, on a appris à aller sous l'eau. On a appris à faire les toiles de verre, les chevaux et à sauter sur les toiles de verre et à courir sur les tapis. Merci à toi. L'opération Comme un poisson dans l'eau offre une semaine de stage aux enfants soutenus par le Secours populaire de 6 à 12 ans. L'occasion d'acquérir les bases de la natation, un savoir qui peut s'avérer utile tout au long de la vie. Moi qui ne sais pas nager, de voir ces enfants apprendre à nager, c'est très important. Ils peuvent se débrouiller s'ils tombent à l'eau ou s'ils vont quelque part en bordure de Loire ou de Cher, ils savent se débrouiller. Cette année, on compte plus de 1000 noyades en France, une hausse de 14% par rapport à 2024. Pour Jérôme, directeur du centre aquatique de Tours, ces cours de natation sont indispensables. Il faut absolument faire le maximum dans les établissements pour pouvoir donner l'accessibilité au plus grand nombre. Un certain public n'a malheureusement encore pas suffisamment, voire pas du tout, accès à la piscine. Donc nous, par le biais de cette opération-là, on le provoque, on le favorise, on l'offre et on équipe aussi les enfants. À la fin de la semaine, tous repartiront avec un diplôme, une initiative qui permet aux enfants de se sentir comme des poissons dans l'eau. Allez, place à notre rubrique On vous répond pour terminer ce journal avec notre invité ce soir, Fabien Frugier, chargé de développement au sein du collectif Cycliste 37. Pour répondre à cette question, rouler à vélo en automne, quels sont les bons conseils? Bonsoir Fabien. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Déjà, premier conseil, ça va être la tenue qu'on va apporter quand on va faire du vélo. Absolument, donc la tenue, il y a 2 possibilités, 2 options qui s'offrent à vous. La première, c'est d'avoir à la fois une tenue pour le trajet et une tenue pour le travail. Et deuxième option, ça peut être la technique de l'oignon, c'est-à-dire que je mets plusieurs couches, mais de préférence fines, et j'en mets pas trop, on va dire 3, même en plein hiver, ça devrait suffire. Et à l'arrivée, éventuellement, je me change, j'enlève une couche, j'en mets une autre. Peut-être aussi une veste qui est peut-être visible des automobilistes notamment? Alors ça me semble très très important. Une veste de type coupe-vent, si possible imperméable, et puis effectivement de couleur claire. Peut-être une veste qui incorpore du tissu réfléchissant. Ça c'est possible à trouver dans le commerce? Oui, c'est possible ça. 3 accessoires à conseiller que vous nous conseillez ce soir. Retenez bien, amis téléspectateurs. Les gants, déjà, ça c'est important. Oui, des gants. Peut-être s'il fait vraiment très froid, avec des sous-gants. Mais des gants simples, sinon avec entre 0 et 5 degrés, ça suffit. Et en cas de chute aussi, hein, c'est nécessaire les gants. Oui, en cas de chute, absolument. Parce que notre réflexe, c'est vraiment de mettre les mains. Le bonnet. Le bonnet, donc peut-être un bonnet fin si vous le mettez sous le casque, parce que vous n'avez pas forcément plusieurs tailles de casque à la maison. Donc c'est toujours utile, ça protège les oreilles, le front. Voilà. Et le tour de cou? Et le tour de cou, polaire, oui, ça évite d'avoir des fois des longues écharpes qui peuvent se prendre éventuellement dans des rayons, voilà, et puis c'est pratique. Donc ça c'est pour la partie vestimentaire, et puis évidemment il y a notre vélo qu'il faut bien entretenir, plus que jamais justement à l'arrivée de l'automne aujourd'hui. Absolument. C'est le moment ou jamais de faire un petit check-up aussi pour le vélo. Oui, avec les feuilles qui tombent, la pluie qui s'invite à la météo. Donc oui, un vélo bien entretenu, un vélo régulièrement nettoyé, bien lubrifié, notamment tout ce qui est transmission. Moi, ça me semble important.
Et puis on le disait, être visible, ça c'est un message qu'on doit faire passer puisqu'on est rapidement, la nuit peut tomber très rapidement vers 16h, 17h, ouais, ça y est, on est vraiment en automne. Oui. Et là, en ce moment, là, c'est un peu la période entre chien et loup, et je la trouve particulièrement dangereuse. Les automobilistes ne pensent pas forcément à mettre leur phare, les cyclistes pas forcément à allumer leur lumière. Donc voilà, c'est une période un peu délicate. Donc, oui. Dernier petit rappel que vous vouliez faire, c'était aux parents, surtout pour les enfants, de bien s'assurer que les enfants soient éclairés, parce qu'on sait que les enfants partent parfois tôt le matin pour aller à l'école et rentrent aussi assez tard et il fait nuit. Donc là aussi, c'est un message que vous vouliez faire passer absolument. Absolument, l'école c'est 8h30 le matin souvent, et 8h il fait nuit, il fait encore nuit, donc j'incite les parents à vérifier l'état mécanique du vélo des enfants et bien vérifier le fonctionnement de l'éclairage. Et puis si on a des questions, eh bien, on a le collectif Cycliste 37 qui est très dynamique, je crois que vous êtes plus de 1000 adhérents. 1000 à la fin de la semaine, je pense. Ouais, 1000. 993 aujourd'hui. cc37.fr pour toutes les informations. .org. .org, pardon, à chaque fois je me trompe. Je vous en prie. cc37.org, les amis, c'est écrit juste en bas. Merci infiniment d'être venu sur notre Merci beaucoup. Bien. Rappel du principal titre et cette bonne nouvelle du côté du TVB. Et oui, un premier match de la saison couronné de succès. Le TVB s'est en effet imposé 3-7-0 face au promu Ajaccio. Un match à haute intensité et pour le moins haletant. Merci beaucoup Lucas, c'est la fin de ce journal. Dans un instant... Oui, vous avez quelque chose à dire? Non, je vous souhaite un très bon cours de tango, cher Aurélien. Voilà. Ok, c'était le mot de la fin. Merci. Allez, bonne soirée, Lucas. Bonne soirée. Et à bientôt, à demain, 17h50 pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct. Oui, on rigole et on s'amuse aussi. À demain.